Vous êtes né à Moscou. Vos parents vous ont appelé Kim. C'est un nom un peu spécial, je pense. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire communiste international de la jeunesse. C'est un prénom pour un enfant? Oui, mais je n'étais pas la seule à l'époque. C'était très populaire à l'époque. Et mes parents étaient très idéalistes. Mon père était trotskiste, ma mère anarchiste, et englobé tout ça dans le communisme, dans le futur qui est tout d'optimisme, de force, de liberté. Et c'est le nom qui portait une nouvelle parti communiste très jeune. C'est ça, mais les lettres veulent dire quoi exactement? Communiste. Alors, c'est коммунистический, international, I, communiste international, de la jeunesse, молодежь, avec un M. La jeunesse se dit молодежь. Alors, c'est M. C'est la jeunesse. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un prénom de garçon, surtout? Oui, oui, il y avait quelques garçons dans ma classe à l'école qui avaient ce nom-là et ça ne me plaisait pas du tout. Mais c'est que ma mère, mon père, j'imagine aussi, mais ma mère surtout, je me souviens, elle voulait que je sois très forte et d'ailleurs, je n'avais pas de poupée quand j'étais petite. J'avais des blocs de construction, des fusils, des choses comme ça. Est-ce que vous avez souffert de ça? Oui, je n'aimais pas ça. Je me souviens, quand les gens me rencontraient sur la rue et me demandaient si j'étais une fille ou un garçon, ça, c'était une grande humiliation pour moi. Je me souviens très bien. Mais ça... Autrement, j'ai pas souffert vraiment. Comment? Mais j'étais très peureuse. Ça, je me souviens, ma mère. Elle essayait de par tous les moyens de m'enlever ça, mais elle n'a jamais pu. Mais j'étais plus forte qu'elle, finalement. Pourquoi vous dites ça? Parce que... parce que j'avais ma nature et même si avec la poupée, par exemple, elle essayait que je n'ai pas de poupée, mais j'avais mon idée, tous les objets qui pouvaient ressembler aux poupées, je prenais les cuillères à soupe, par exemple, ça j'enveloppais dans les serviettes, j'avais 2 ans, bye, 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 comme ça. Le fusil qu'on me donnait pour jouer. Le fusil, il avait une jupe. Enfin, il y avait une manche avec une jupe. Poupée. Ça. Ouais. Sans Freluche, c'était une grande revanche sur votre mère. Très inconscient, hein? Mais n'empêche que j'ai joué toute ma vie et ça ne finit pas encore. Mais non, mais ma mère, finalement elle s'est rendue. À l'âge de 5 ans, à mon 5e anniversaire, elle m'a donné une poupée. Qu'est-ce que vos parents vous ont appris, vous ont enseigné surtout? Vous savez, je les ai perdus très tôt. J'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans et mon père quand j'avais 7 ans. Et on peut dire que je ne les ai pas bien connus, mais je me trouve très chanceuse d'avoir eu des parents comme ça. Parce que ce qui me reste, c'est un idéalisme que je ne comprenais pas et je ne comprends pas la nature de cet idéal-là qu'ils avaient, mais je sais qu'ils se donnaient entièrement à ce qu'ils croyaient. Est-ce que vous avez su comment ils sont morts? Oui. Ils sont morts comment? Mon père, moi, mais ma mère, c'était à cause de cette politique de Staline qui venait bouleverser tous les idéaux,
qui n'était plus pour la liberté, mais bien le contraire. Et elle qui a donné tout pour cet idéal-là, je pense qu'elle n'a pas pu accepter. Elle est morte comme ça. Elle se serait laissée mourir ou elle se serait suicidée? Oui, oui. Et, pendant ce temps-là, mon père, qui aussi était un fervent croyant dans la liberté, l'idéal de ce qu'on pense que ça doit, on doit le dire, mais il était en prison pendant ce temps-là. Et il est mort comment? Ça, je ne suis pas trop sûre. Il y a des gens qui me disent... Enfin, moi, j'étais déjà dans enfin, c'est une maison pour enfants, ça, on peut dire. Parce que ma mère étant morte, et il n'y avait personne pour vraiment s'occuper de moi, mon père. Il travaillait ou bien il était en exil. Est-ce que c'est difficile de ne pas savoir vraiment comment son père est mort? Est-ce qu'on a l'impression qu'il nous manque tout un pan de notre vie, de ne pas être certaine? Non, la chose certaine, c'est qu'il est mort. Et ça... mais sans savoir, c'est pas important pour vous de savoir exactement pourquoi? Vous n'avez pas cherché à découvrir? Oui, oui, oui. Paraît-il, on me l'a dit. Je ne suis pas sûre les détails, mais je sais, peut-être qu'il était noyé. Je ne sais pas si ce sont des choses qu'on me raconte, parce que c'est qu'il est allé avec une parente dans une chaloupe et qu'il est mort parce que la chaloupe est renversée. Puis bon. Je ne sais pas. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est vrai, mais je ne peux pas l'affirmer. C'est probablement vrai. C'est plus facile à accepter que le suicide de quelqu'un aussi. Oh non, je ne veux pas. Oh non, pas mon père. Non, 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 ce sera trop. Non. Non. Et après l'espèce d'école d'orphelinat, vous êtes allé chez une de vos grand-mères, je crois? Oui, oui, ma grand-mère, la mère de mon père, que je refusais de regarder quand ma mère est morte parce que j'acceptais pas ça. Mais après, elle m'a sortie de cette maison-là, de maison de l'enfance, qui était très difficile. La vie là était devenue difficile. Et j'ai vécu avec elle. Et ça, c'était des merveilleuses années avec ma grand-mère. En quoi c'était merveilleux? Bien, c'est l'amour et le respect que je sentais venait d'elle. Je lui racontais des histoires. Jamais elle savait que c'était beaucoup, beaucoup d'histoires. J'avais une imagination pas possible. Et je lisais énormément, et presque toutes les histoires que je lisais, je les arrangeais à ma façon, déjà à cette époque-là, et avec des petits détails, je ramenais ça à mon école, et je lui racontais des choses comme ça. Elle savait sûrement que c'est pas du 100%. Mais jamais elle me contredisait. Mais elle aussi, votre grand-mère, elle avait eu un destin un peu tragique. Son mari avait été tué dans un pogrom en Ukraine. Oh, c'est ça. Elle avait perdu une partie de ses enfants. Il y a une chose qui m'a frappée dans une entrevue que vous avez accordée un jour. Vous avez dit, ma grand-mère avait eu un passé vraiment difficile, mais rien ne paraissait. Non. On ne voyait rien de son trouble intérieur. Oui. Pourquoi vous admirez ça, qu'on ne puisse pas voir le drame que les gens vivent à l'intérieur? Parce que je trouve que ce qu'on vit, le drame, c'est comme un sous-sol. Et le présent est la vie. Et ma grand-mère était d'une telle sagesse qu'elle ne laissait aucun souvenir, ou bien elle ne voulait pas
mettre de l'ombre sur mon présent, qui était déjà peut-être assez ombragé, mais je n'étais pas consciente de ces ombres-là. Et elle était présente, là. Vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'il faut constamment nommer les souffrances, les angoisses, si on ne veut pas se faire dévorer par elles. C'est pas ça que vous... Moi, non. Non, je trouve au contraire. Il ne faut pas... Ça, c'est le passé, c'est le passé. On s'appuie sur ça. Mais si on le met tout le temps devant soi, ça obstrue notre horizon qui est présent, on ne voit plus les choses d'aujourd'hui. Oh non! Pourquoi est-ce que vous avez quitté la Russie? Ma grand-mère, elle avait le cancer que je ne savais pas, elle disait rien. Elle cherchait à me caser quelque part quelqu'un qui devait pouvoir prendre soin de moi. On allait chez des parents, tout ça. Vous aviez une dizaine d'années à ce moment-là, à peu près? Non, j'avais à peu près 9 ans, 8 ans, quand ça commençait les recherches. Mais je suis venue ici quand j'avais 10 ans. Alors, et quand ça s'est manifesté, parce que ma grand-mère ne voulait pas que je quitte la Russie, mais quand c'est manifesté que peut-être... parce qu'on n'avait pas beaucoup à manger aussi. Mais là, vous aviez, bon, une dizaine d'années à ce moment-là, à l'arrivée. Vous parliez ni un mot d'anglais, ni un mot de français. Vous aviez été élevé vraiment dans un régime communiste. Ça a dû être un choc en arrivant ici. Oui, sans doute. Qu'est-ce qui vous a frappé, surtout? Le respect qu'on n'apporte pas aux enfants, c'est ça qui m'a frappé le plus. À l'école et dans l'entourage, qu'on les traite un peu comme des débiles. Moi, je n'étais pas habituée à ce genre d'attitude. Par exemple, tout de suite, j'avais ma petite poupée avec laquelle que je ne pouvais pas trop jouer, mais tout de suite, on m'a apporté une gigantesque poupée. Un étranger. Je trouvais ça, qu'un étranger me donne une grosse poupée, je trouvais ça m'a fait mal un peu. J'ai pas dit, mais je trouvais ça un peu, c'était un outrage. Puis des jouets partout. Oh mon Dieu, les richesses. On a changé votre nom à l'école aussi. Oui. Ah oui, Yaroshevskaya, c'était trop long. Alors l'oncle, ah oui, vous savez ça? Mon oncle, mon Dieu que vous savez tout. Mon oncle m'a amené à l'école, la première journée à l'école, et là, le directeur de l'école, dit, bon, le nom, Kim Yaroshevskaya, il dit, il n'y a aucun professeur qui va prononcer ça, s'il vous plaît. C'est pas possible. Alors, mon oncle a donné son nom, c'était Amdur. Alors, pendant des années d'école, c'était ça mon nom, parce que les professeurs ne pouvaient pas prononcer. Il y a une chose qui est étonnante. Vous dites que vous avez rêvé d'être danseuse. Vous n'êtes pas devenue danseuse, mais vous n'avez jamais rêvé d'être comédienne, et c'est ça que vous êtes devenue. Oui. Et ça, je trouve très important. Parce que je me rends compte des choses auxquelles j'avais rêvé. Il faut les faire. Il faut les faire pour aller à bout de ce qu'elle propose, ce que le rêve propose. Ça, c'est très important. Mais je pense que ce n'est qu'une étape. Et les choses les plus inconnues, inattendues, un amour, c'est comme tomber en amour tout à coup. On tombe en amour avec quelqu'un qu'on a... C'était pas programmé du tout. Je me suis programmée d'être danseuse. Mais c'est pas ça. Êtes-vous encore en amour avec lui? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, des fois... pas tout le temps. Je ne sais pas si on peut être en amour tout le temps, dans 24 heures par jour. Mais surtout quand je commence à travailler un rôle. Et
il y a des découvertes, des choses inattendues que je vois qu'il propose. C'est des grands moments de bonheur. Pour les générations qui sont plus jeunes, qui n'ont pas eu le plaisir de vous entendre et de vous voir, comment est-ce que vous définiriez Fanfreluche? C'est vous qui l'avez créé, alors? Oui, oui, c'est moi. Comment? Mais c'est une petite fille, très féminine, avec tous les défauts, mais toutes les qualités. Et qui n'a pas peur, qui veut redresser les torts. Son champ d'action, c'est les contes de fées. Chaque fois qu'elle trouve une injustice, elle s'en prend aux responsables. Elle entre carrément dans le conte de fées. Elle entre et elle veut redresser. Souvent, la plupart du temps, ça ne réussit pas, parce que les contes de fées étant faits parfaitement, il ne faut pas qu'elle réussisse, mais c'est ça son action, mais le conte de fées a son action aussi, qui est très important. Alors, j'ai eu le bonheur de tomber sur ce terrain extraordinaire. Un beau conte à sa manière, Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Aujourd'hui, je devais vous lire Cendrillon, mais je crois que ce serait mieux pas. Ce conte est en très mauvais état. C'est que la dernière fois que je l'ai lu, il est arrivé un petit accident, ou presque rien, une picadille, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça a tout gâché. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Bon, pour commencer, tout allait très bien. J'ai lu le titre, Cendrillon, puis le début de l'histoire, il était une fois, etc., où on parle de la pauvre Cendrillon qui était toujours habillée en haillons. La voici tenue sur cette page. Vous savez qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas d'accord avec les contes de fées, qui trouvent que c'est malsain, que ça garde les enfants dans l'imaginaire, que c'est loin du réel, que s'il doit y avoir des monstres, les monstres doivent être sympathiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est ce que je pensais autrefois, avant de travailler avec les contes. C'est ça que je pensais. Puis je ne voulais pas. Moi, j'aimais énormément les contes de fées. C'est ça, c'est un drôle de paradoxe. J'adorais les contes de fées, mais je trouvais que c'est pas très bon pour les enfants, surtout le petit chaperon rouge et le petit pousset. Et vous savez, j'ai appris en travaillant avec les contes, de voir que c'est des outils peut-être les plus importants pour apprendre la survie. Qu'est-ce que ça prend pour survivre aux enfants? C'est pas évident, parce que ça parle des choses qui n'existent pas. Les sorcières, les ogres, enfin. Mais tout ça, je trouve que c'est comme des images intérieures, du mal peut-être, qu'il faut être victorieux contre tout ça. Il faut absolument, pour un enfant, un adulte, on ne change pas. On a toujours cette bataille à livrer. Et vous voyez comme le petit chaperon rouge. Heureusement qu'il y a un loup, un vrai loup. Enfin, pas un vrai loup, un animal, mais un loup qui personnifie, comme dans les fables de La Fontaine, des fois il est bon, des fois il est méchant. Celui-là, il est méchant. Parce que sa méchanceté, au début, c'est une telle gentillesse. Mais cette petite fille, qui a des yeux pour voir à elle, qui a des oreilles pour entendre à elle, un cœur pour sentir, un nez pour sentir les odeurs,
elle se laisse emberlificoter par celui qui lui dit « il est sa mère grand ». Mais franchement, si elle croit à ça, elle mérite d'être avalée. Si on est dupe, si on veut être dupe, ce qu'un un vendeur va nous essayer de nous vendre, et on sent que c'est... On est réticent, et on sent... Il y a quelque chose. Et si on y va quand même, eh bien, on va être avalé par ce vendeur-là. On va acheter tout ça, puis on n'a pas besoin de ça, et bon, etc. Moi, ça m'arrive encore tout le temps. Et voilà, c'est ça. C'est ça le rôle d'un conte de fées, apprendre aux enfants à différencier le bien du mal. Oui. Alors, je t'envoie la musique. C'est parti. Tout le monde connaît le petit chaperon rouge, mais presque personne ne connaît le petit chaperon bleu, ni le petit chaperon jaune. Dommage. On aurait avantage à les connaître. Si le petit chaperon rouge les avait connus, elle aurait su quoi faire pour ne pas se faire manger par le loup. Car le loup l'avait mangé parce qu'elle n'avait rien fait pour l'en empêcher, c'est vrai. Mais rappelez-vous de la fameuse scène du lit. Le petit chaperon rouge arrive chez sa mère grand. C'est comme ça qu'on appelait les grands-mères dans ce temps-là. Alors, elle arrive chez sa mère grand, et au lieu de sa douce mère grand, elle y trouve le loup. Vous allez faire un nouveau disque, justement avec plein de contes comme autrefois. Est-ce que vous pensez que les enfants de maintenant vont apprécier autant? J'ose croire que oui. Mais je le fais aussi, surtout pour les parents, je crois, qui me parlent souvent avec beaucoup de nostalgie de ces contes-là. Et, alors... Vous, est-ce que vous êtes nostalgique de cette période-là? Non. De votre vie, non? Non, je trouve... Maintenant que je vois, je trouve que c'est une période très créatrice pour moi. Et c'est ça que je veux retrouver et rattraper. Est-ce que vous sentez que vous avez des racines? Est-ce qu'un pays, des racines, une patrie, ça a un sens pour vous? Est-ce que vous sentez d'abord russe, juive, québécoise, canadienne? Autre chose? C'est déjà pas mal à choisir entre tout ça, non? Non, je n'y pense jamais. Ça, c'est mon plancher. Encore sur lequel... Non, non. Oh, j'aime tout ça. Quand j'ai rencontré le milieu québécois, pour moi, c'était merveilleux. Oh, je connais toutes les chansons de folklore, enfin, à ce moment-là. Je dansais beaucoup le folklore. Et d'ailleurs, c'est avec cette équipe-là qu'on est devenu... J'ai fait le théâtre pour enfants et Fanfreluche-Aîné à ce moment-là. Là, il y a les contes hassidiques juifs qui m'ont tellement inspirée. Je trouve ça merveilleux. Et je trouve que, bon, c'est merveilleux que j'ai recours à ça. Et les contes russes, alors. Et puis, toutes les chansons russes, enfin, toute mon enfance russe, c'était d'une richesse. J'adore la langue russe. Moi, je ne parle qu'anglais, français et russe. Et les trois, comme par exemple, quand je suis allée jouer à Stratford, en anglais, c'était... Et là, j'ai goûté vraiment la langue anglaise à fond, ce que souvent ici... non, ici, c'est par bribes, plutôt. Et j'adorais ça. Alors, tout ça, je trouve que c'est un trésor. Tout ça, c'est des trésors. L'âme russe et l'âme juive, qu'est-ce qui vous reste sur tout ça? Je sais pas. Ça, je sais pas. Vous savez, je pense que il n'y a pas d'âme russe, d'âme juive, d'âme québécoise ou anglaise. Je pense que on a la nôtre unique. Et c'est peut-être par cette unicité, c'est pas un beau mot, mais en tout cas, par cette
originalité et le fait qu'elle soit unique qu'on peut... C'est grâce à elle qu'on a notre vie qui n'est pas celle des autres. Absolument pas. Mais je ne pense pas à une âme collective. Je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'on est né sur un certain terre. Je sais que de mes racines, je sens que c'est en Russie. Je sens ça comme... Parce que chaque fois quand j'entends la langue russe, quand j'entends la musique russe, il y a quelque chose, ou je lis en russe, il y a quelque chose C'était comme la première fois que j'étais sur la scène. Je dis, bon, ça c'est chez moi, ça. Mais après, ça devient difficile.